Toute petite fille, elle s'est prise d'amour pour le violoncelle, ce bel instrument rouge de l'orchestre. Elle s'est battue pour en jouer, battue pour composer. Elle lutte toujours pour faire jouer ses créations. Quand elle joue, c'est un ange qui joue. Regardez-la, écoutez-la. Bonjour Nathalie. Bonjour Viviane. Vous êtes musicienne. Oui. Et musicienne d'un genre très particulier. Vous allez nous faire rentrer dans votre univers. Oui, je vais essayer de vous prendre avec moi. C'est celui du violoncelle, que je crois vous avez découvert toute jeune. Oui, à l'âge de 4 ans. Et j'ai eu mon premier coup de foudre pour cet instrument en voyant la couleur et en voyant la forme qui était très belle, très sensuelle comme ça. Je le dis maintenant, mais dans mon esprit de petite fille, c'était la couleur et puis tout ce qu'il y avait autour. Passionnée par la musique depuis sa plus tendre enfance, Nathalie Manzer est violoncelliste. Elle tombe en admiration pour cet instrument dès l'âge de 4 ans. À l'origine de cette révélation, sa mère, pianiste amateur, qui avait l'habitude d'emmener sa petite fille dans les concerts de musique classique. Quand l'orchestre est arrivé, elle a été vraiment littéralement fascinée par les violoncelles et notamment un violoncelle qui avait une couleur assez brique. Et à partir de ce moment-là, elle m'a poussé du coude, elle m'a dit « Maman, regarde, regarde, c'est quoi ça ?» Attirée par la beauté et les sons graves de l'instrument, Nathalie passe avec succès toutes les étapes de l'apprentissage jusqu'à sa professionnalisation au Conservatoire de Lausanne. C'est alors que la fibre créatrice de la jeune musicienne prend toute sa mesure. Fini le répertoire classique, Nathalie choisit la world music. Elle avait besoin d'un autre matériau pour exprimer quelque chose qu'elle a en elle. Et qu'au travers de la musique classique, elle ne pouvait pas le faire de la même manière. Sur des sonorités toujours plus éclectiques, le message de Nathalie est universel. Un message de tolérance et de fraternité entre les peuples, avec un seul maître mot, celui de la liberté artistique totale. Elle est beaucoup trop authentique, beaucoup trop originale. Elle a une vie intérieure beaucoup trop profonde pour changer de cap simplement parce qu'on le lui demande. Nathalie, vous auriez pu aimer la forme, la couleur de cet instrument qui effectivement est un peu magique. On voit votre violoncelle là à côté de nous, mais ne pas pour autant être douée pour la musique. C'est deux choses différentes. Oui, mais je crois que je suis née déjà avec la fibre artistique, on va dire, d'après ce que mes parents ont pu me dire. C'est vrai que je suis rentrée dans une initiation musicale au conservatoire. Ma maman m'a inscrite là pour être sûre que vraiment je voulais faire cet instrument. J'avais aussi une professeure d'école enfantine qui s'appelait Madame Berger, qui était une femme qui nous présentait tous les instruments à l'école enfantine et qui a été pour beaucoup aussi pour m'encourager une initiatrice de la musique. Comme j'étais très frustrée de ne pas pouvoir commencer mon instrument à l'âge de 4 ans, je dessinais des instruments en carton à l'école, etc. Oui, c'était vrai. C'était une obsession en quelque sorte. Oui, c'était vraiment quelque chose qui m'a frappée, je crois, très fort dans mon cœur et très fort dans mon âme. Vous avez dit, je crois, que vos parents vous ont donné un mélange d'amour et de grande discipline. Et vous pensez que ça a été à la base de votre réussite ou de la façon dont vous avez pu ensuite contrôler cet amour pour la musique et puis en faire quelque chose? Je pense que oui, ça a été pour beaucoup l'éducation. C'est vrai que je suis née dans une famille où les parents étaient très présents, beaucoup d'amour. Et du côté du papa, il y avait plus cette structure. Bon, mon papa est suisse-allemand, plus cette structure de discipline, de performance, presque des fois un peu trop, ce qui m'a poussé un petit peu des fois dans l'extrémisme d'être parfait, le perfectionnisme aigu, qui d'un côté est bien, mais quand il est trop, il en devient un défaut. Ce qui permet de progresser. Ce qui permet de progresser, mais d'un autre côté aussi, ça peut engendrer des blocages parce qu'on se dit, bon ben non, on va jamais présenter ça parce que c'est pas assez bon pour nous. Alors vous avez eu un blocage d'ailleurs puisque vous ne vouliez pas rentrer au conservatoire, ce qui a été une forme de blocage. Oui, alors mais là je crois que le blocage il était plus au niveau de la structure, c'est-à-dire les conservatoires c'est très spécial, parce que
ils nous mettent déjà dans un carcan. Hein. Quand on est petit enfant, on est tellement spontané, on est tellement nature qu'on nous met directement dans l'école de la vie, qui est structurée, examen, audition, etc. Et on nous enlève cette spontanéité. Enfin, disons que moi, ça ne me correspondait pas du tout. C'est terrible de poser comme ça. Comment avez-vous fait pour continuer quand même? Alors, pour sauver le bébé, on va dire, j'ai fait des cours privés. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, donc longtemps, hein, depuis l'âge de 7 ans, pour me permettre d'être complètement libre et pas avoir les cours de solfège. Vous avez fini par y aller quand même au conservatoire, mais donc à un âge où vous étiez capable de supporter cette discipline. C'est vrai que quand je décide de rentrer dans une structure, c'est parce que je l'ai décidé et parce qu'elle va me servir à après pouvoir être libre. Mais là, c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée devant un choix à faire parce que j'avais fait un concours des jeunesses musicales que j'avais gagné et puis j'étais de plus en plus dans la musique. J'ai fait l'orchestre des jeunesses musicales à Lausanne avec Jacques Pache à l'époque et c'était vraiment, j'étais baignée dedans tout le temps. Hein. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, mon professeur m'a dit, écoute, si tu veux en faire ta carrière ou si tu veux aller plus loin, tu dois rentrer dans une structure de conservatoire. Déjà rien que pour rattraper toutes tes lacunes au niveau théorique. Et il y en avait des lacunes. Mais alors, j'ai rattrapé tous mes cours et c'était très très dur. Une salle de répétition au sein du conservatoire de Lausanne. C'est ici que Nathalie retrouve son ancien professeur qui, 12 ans durant, lui a enseigné le violoncelle. Quand elle est venue chez moi, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait vraiment un caractère musical, mais avec beaucoup de problèmes techniques qu'il a fallu surmonter avec beaucoup de patience pour moi, beaucoup de ténacité pour elle, et je dois reconnaître qu'elle en a eu vraiment beaucoup. Chose assez rare, Nathalie a intégré la classe professionnelle de Philippe Mermoux dès l'âge de 16 ans. À l'époque déjà, la personnalité très atypique de la jeune musicienne ne laissait personne indifférent. Elle arrivait chaque cours, elle traversait le conservatoire, mais c'était vraiment comme un soleil. Elle avait une chevelure incroyable et tout le temps des habits différents. J'ai appris plus tard que c'est elle qui se les faisait elle-même, mais c'était toujours d'un goût. Ouais, il faut arriver à le lever. Ouais. Puis essaye de te monter un petit peu plus. Aujourd'hui encore, Nathalie vient demander régulièrement conseil à celui qu'elle appelle son père du violoncelle. Une belle complicité, résultat d'innombrables souvenirs en commun. Aux examens, quand tu avais dû prendre tes petites pilules parce que j'avais entamé mon concerto de Haydn trop vite. Ah. Tu te souviens pas? C'était l'examen de virtuosité. Ouais, l'examen de virtuosité. Elle démarre, elle jouait le concerto de Haydn en Do majeur. Elle démarre dans le dernier mouvement, à un tempo d'enfer. Hein. Vous voyez comme la voiture ou bien le skieur qui démarre, il démarre à 150. Et bon, ça avance, 160, 170. Puis vous vous dites, là, il y a le dernier rec avec le virage au bout. Hein, il y avait un passage où j'ai dit, là, elle sort. Il n'y avait pas, elle est sortie. De ces années au conservatoire, Nathalie sortira tout de même auréolée d'une double virtuosité et d'une licence de concert, avec premier prix et félicitations du jury. Donc c'est un magnifique palmarès. Et puis après, après. Alors, parallèlement à tout ça, je faisais l'orchestre classique et j'ai commencé à faire mes petites maquettes vers l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que vous appelez vos petites maquettes? Alors, mes petites maquettes, c'est vrai que je composais de la musique, on va dire uniquement les mélodies, hein, parce que bon, forcément, le violoncelle, c'est un instrument mélodique, c'est pas un instrument harmonique. Donc, voilà, du coup, j'entendais ma mélodie de violoncelle, donc il fallait la transcrire, je la transcris par écrit. Et j'avais une petite camarade à l'époque qui s'appelait Yasmine, qui était au collège avec moi et qui avait un frère, Elias, qui lui rentrait des États-Unis et qui voulait être ingénieur du son et qui faisait un petit peu de musique, qui avait un studio, etc. Et on a commencé ensemble à faire nos premières maquettes à l'âge de 18 ans. C'était un peu expérimental, mais c'était déjà l'idée que j'ai aujourd'hui, c'était l'embryon, on va dire, de ce qui allait devenir aujourd'hui ma musique.
Vous aviez connu une expérience un peu négative avec une maison de disques et puis un producteur qui avait essayé de vous... Oui, absolument. Là, vous auriez pu tomber dans un grand panneau, racontez-le-nous. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y a eu un gros choix qui détermine ce que je suis aujourd'hui et qui aurait pu être différent si j'avais pris une autre piste. C'était à l'âge de 25 ans, à peu près. J'ai eu un rendez-vous chez EMI, Zurich, avec le grand patron à l'époque qui était le mari de Tina Turner, Erwin Bach. Et c'est vrai qu'ils ont écouté mes maquettes, ils m'ont dit on veut faire quelque chose avec toi. Mais il ne faut plus que tu travailles avec les gens avec lesquels tu travailles. Donc à l'époque, c'était encore ma petite équipe un peu estudiantine, on va dire. Il faut que tu travailles avec notre équipe à nous. Et on va te présenter un producteur de l'Allemagne. Producteurs qui m'ont présenté quelques semaines après. Alors, comme je suis très intuitive et puis très instinctive, quand je l'ai vu arriver, c'était un petit playboy qui disait qu'il savait tout. Hein, je l'ai vu arriver, je me suis dit, ouh là 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 là, ça manque d'authenticité, ça manque de profondeur, ça... Ouais. Je me suis dit, avec lui, je m'entendrais... Un petit bonhomme. Voilà, il fait son chemin, mais avec lui, je ne m'entendrai pas. Et il fera de moi ce que je ne veux pas être, justement. C'est-à-dire un produit marketé, formaté, un interprète qui ne peut plus dire... qui ne peut plus laisser parler ses tripes, quoi. Et là, ça a été non tout de suite, quoi. C'était courageux, parce que c'était quand même une voie un peu facile, on va dire. C'était la voie facile, la voie royale, je pense, oui. Mais je ne pense pas que j'aurais pu être crédible. On n'en revient pas. On n'en revient pas. Et je crois que là, c'était la décision à prendre. Grâce à Dieu, vous avez rencontré David. Voilà, donc les cadeaux sont venus après. Hein, donc, c'est vrai, j'ai rencontré David, où avec lui, j'ai eu ce coup de foudre artistique. C'est un homme tellement sensible, David, tellement génial. Hein, il a ce génie en lui, un peu fou. Donc moi, ça m'allait bien d'avoir quelqu'un comme ça. Donc c'est vrai qu'il m'a donné mes premières chances dans un studio professionnel de haut niveau. Et puis, il m'a mis son talent à disposition. Il m'a permis, je crois, je peux le dire, vraiment d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Instant de détente en musique dans les studios personnels d'enregistrement de David Richards. La jeune femme au violoncelle, le célèbre producteur pour accompagner sa muse, l'histoire de David et Nathalie est avant tout celle d'une rencontre placée sous le signe du partage. Bowie, Jagger, Mercury, le producteur a toujours travaillé avec les plus grandes légendes du rock. Pourtant, lorsqu'il y a bientôt 10 ans, David croise la route de la jeune violoncelliste classique, l'idée d'une collaboration s'impose tout naturellement. C'était encore une qui arrive, c'est tout. Encore une grande star qui arrive, pour moi. Oui. Pour vous, quand vous l'avez vu, vous avez dit c'est une grande star au même titre que les Queen, les Rolling Stones, les... Oui, tout à fait, oui. Pour quelle raison? La raison de charisme, de détermination, de persévérance, de assurer soi-même, de trouver une chose nouvelle à faire. 6 ans durant, David et Nathalie vont vivre une aventure autant artistique que sentimentale. Point d'orgue de cette époque, l'instant de grâce absolue, vécu lors de la composition de leur tout premier morceau, intitulé Les Anges. You're so good. Ça, c'est cool. Oh, it's so good, Nathalie. Oui, j'ai passé l'âme, oui, c'est vrai. Bon, c'était un moment spécial. C'était plus moi qui touchais le clavier. C'était comme... il y avait une autre chose qui faisait pour moi. C'est comme j'ai perdu la connaissance presque. Mais je regardais et j'ai dit, il faut absolument pas arrêter. C'est un coup de fou je sais pas où ça vient, ça. Comment il faut expliquer un coup de feu?
Nathalie, je voudrais revenir un moment sur les découvertes musicales que vous a fait faire David. Oui, alors bon, il y a l'improvisation, surtout, qui a été une chose merveilleuse pour moi, parce que c'est vrai que venant du monde classique et écrivant moi-même mes mélodies à la main, improviser, c'était juste impossible. Donc lui, il m'a mis en confiance pour justement sortir ce qu'on a tous en chacun de nous. Donc ça, c'était un côté très magique en lui. Il y en a eu tout plein. Il y a eu, c'est vrai qu'au niveau professionnel, son savoir-faire, quand je suis arrivée dans son studio, mon violoncelle, il sonnait tellement bien que je me suis dit, là, j'ai pu vraiment entendre les niveaux entre certains studios et certains ingénieurs du son. Et on a ensemble aussi beaucoup expérimenté des sons nouveaux, c'est-à-dire africains, des ambiances, on va dire, africains, tibétains. Ensemble, on a écouté beaucoup de disques. Moi, j'avais beaucoup de disques du monde. Musique ethnique. Voilà, des musiques ethniques. Donc, c'est vrai que David, il m'a donné aussi la chance de pouvoir réaliser de la matière ce que j'avais dans ma tête et que je ne pouvais pas réaliser toute seule. Donc, il m'a permis vraiment de commencer mon chemin, mon message aussi qu'il y a derrière la musique, etc. Alors, le chapitre suivant, après David, enfin après votre séparation à tous les deux, à la fois, je dirais, professionnellement et amoureusement, comment ça s'est passé ? Disons que là, je me suis retrouvée devant des choix à faire. Continuer de travailler avec David en ayant coupé la relation affective, c'était pas possible. Donc, il a fallu que je fasse un choix et que je travaille vraiment avec quelqu'un d'autre. Et j'avais besoin aussi, comme artiste, de retrouver mon indépendance à part entière, sans lui, parce que c'était mon mentor. Hein. C'était angoissant. C'était angoissant. Par moments, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ? Et là, j'ai dû vraiment travailler sur moi et puis chercher tout ce que j'avais en moi au niveau de force. Et à cette époque-là, quand c'était fin 2004, j'ai contacté George DeAngelis, qui était devenu producteur indépendant. George, c'est aussi un des 10 meilleurs producteurs du monde. Il a travaillé longtemps sur les productions de Trevor Horn, c'est toute la pop anglaise. C'est Seal, c'est Rod Stewart, c'est tous ces gens. C'est vraiment aussi un niveau incroyable. Lui, il s'est donné à cœur joie de rentrer dans le projet et puis d'être lui-même aussi artiste et créateur. Donc on a fait ensemble le 3e album qui s'appelle A Handbook for Human Beings, qui sort maintenant. Nathalie, comment créez-vous vos spectacles ? Alors là, c'est aussi la magie des rencontres qui m'a fait créer les spectacles. Le tout premier spectacle dit multisensoriel que j'ai créé s'appelle Un monde enchanteur, que j'ai créé aussi avec David Richards en 2002, qu'on a fait à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. Alors c'est parti comme ça. Nous avons fait notre promotion du premier album Les Anges à Radio Fribourg. Et puis, à la suite de cette interview radio, le journaliste me dit « Écoute, il faut absolument que tu rencontres Michel Rudnicka, parfumeur à Grasse, parce que lui, il est aussi atypique que toi, mais dans le parfum. Et je pense qu'ensemble, vous pourriez faire quelque chose de formidable. » En recherche perpétuelle d'un nouvel élan créateur, Nathalie, depuis toujours, a multiplié les collaborations les plus diverses. Elle retrouve ici Michel Rudnicka, il est parfumeur en Provence. Merci. Après avoir créé les fragrances de toutes les plus grandes marques de luxe, il a mis sur pied avec la musicienne un concept à l'avant-garde, celui du spectacle olfactif. On crée la magie. Pour moi, le spectacle olfactif, c'est un nouveau moyen d'expression du parfum, une nouvelle dimension du parfum. Et le parfum a la particularité de toucher le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, donc ne passe pas par le mental. Donc il y a quelque chose d'assez magique, d'assez fort qui se passe quand un spectacle est odorisé. C'est qu'on rentre dans une immersion sensorielle totale qui permet d'opérer une magie particulière qui vient s'ajouter à celle de la musique. Et c'est cette magie, cette nouvelle dimension qui m'intéresse d'explorer. Alors, on a les vapeurs d'encens. La grande première de cette collaboration entre Michel et Nathalie, c'était lors de la tournée Un monde enchanteur en 2002. Avant le spectacle, Michel s'était aussi occupé de toute la mise en scène graphique de la représentation, véritable chorégraphie au service de sa partition olfactive.
Quand j'ai reçu la musique, je l'ai écoutée, je me suis plongé dans le noir, je suis vraiment rentré dans l'âme de cette musique qui évoquait justement un certain nombre de cultures de la planète, et ça a été le fil conducteur qui a permis de construire ce spectacle. Tu vas voir, tu vas me dire quel est celui que tu trouves le meilleur, mais... Ah, c'est magnifique. Ouh, ça fait partir oui, directement dans... On décolle, hein. Et ainsi de suite, par superposition, toutes les odeurs s'ajoutent. Et à la fin du spectacle, on a l'odeur du monde, ce parfum du monde qui s'est composé en plusieurs étapes. À travers ce tour du monde parfumé et sensoriel, Nathalie emmène son public vers des émotions, mêlant le rêve à la poésie. Alors, les spectateurs sont dans la salle est obscure, il y a des grands écrans. Voilà. Vous êtes sur scène et vous jouez, comment ça se passe? Voilà, donc le spectacle Mondo Sauteur, c'était comme ça. On avait en plus rajouté des fontaines d'eau pour diffuser les images. C'était très magique, c'était unique. On pourra, je pense, plus reproduire cette spontanéité comme ça, parce que ça a été fait... Il n'y avait pas de réelle mise en scène, c'était une espèce de patchwork d'artistes et c'était magique. Et alors maintenant, votre dernier spectacle par exemple? Alors maintenant, c'est vrai que le temps a passé, que pour recréer un nouveau spectacle multisensoriel, une nouvelle musique, etc., il a fallu avoir du répertoire. Alors maintenant, j'ai suffisamment de répertoire, surtout avec le nouvel album qui sort. Et je suis sur une nouvelle création qui s'appelle Le Grand Livre des Anciens. C'est plutôt un voyage dans les valeurs anciennes, dans ce que nos ancêtres nous ont laissé et que l'humanité a oublié. Toutes ces choses-là, c'est faire ressurgir dans un spectacle ces émotions à travers une mise en scène très précise maintenant qui va être faite par Marc Fischer. Qui est Marc Fischer? Alors, c'est une autre de vos rencontres. Oui, ça c'est... Il y a beaucoup de rencontres magiques, hein. Mais il faut bien dire que ces rencontres magiques, elles ne sont pas tombées dans l'assiette comme ça. Rien n'arrive tout seul. Voilà, j'ai dû aller... Je suis une pêcheuse d'étoiles. je prends mon filet et j'attrape les étoiles que j'arrive à rattraper. Marc Fischer, il a fait Johnny Hallyday, il a fait Pink Floyd, il a fait une série des Cirques du Soleil. Enfin, je veux dire... Ouf. Je me suis dit, mais c'est pas... la bonne personne. C'est la bonne personne, mais j'ose pas y croire. Et on a eu un contact magnifique. C'est quelqu'un aussi, c'est nouveau un grand, hein, avec un grand G, un grand maître, voilà, un grand M aussi. Et puis, il m'a dit, écoute, pour le moment, tu t'inquiètes pas des finances, on va le faire, parce que moi j'ai envie de le faire, parce que tu es une artiste, tu m'amènes peut-être pas d'argent, mais tu m'amènes quelque chose de différent, un concept, et ça me touche. C'est beau. Oui. Alors parlez-moi de la philosophie qu'il y a dans vos spectacles, parce que ça véhicule quand même des choses qui viennent du fond de l'âme. Oui. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu un message, disons, on va dire humaniste derrière la musique, mais ça s'est affirmé d'année en année, on va dire, par aussi les rencontres. J'essaie de faire un pont entre toutes les cultures, les religions, toutes les modalités pour qu'on se retrouve l'espace d'un instant, on va dire peut-être d'un concert ou d'une musique sur le même pied d'égalité, sur la race humaine, juste l'être humain. Pour rapprocher les hommes. Voilà, pour rapprocher les hommes avec un seul lien qui est le lien d'amour. Bien sûr, alors toujours de la beauté, puis cette envie de réunir les hommes autour de projets qui diffusent de la beauté, du bonheur. Ouais. Merci pour ça, Nathalie. Merci, c'est un plaisir.